Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Alors on m'avait dit hier soir, comme je stressais un petit peu, on m'a dit, tiens, j'avais vu un copain qui m'avait dit, je lui ai dit, je vais faire une conférence devant 500 personnes. Alors j'ai l'habitude de parler devant 50 personnes, mais 500 personnes, j'ai jamais fait, je stresse un peu. Il m'a dit, oh, t'inquiète pas, 50 personnes, 500 personnes, c'est pareil. C'est pas vrai. Alors, donc, en tout cas, pour commencer, je vous remercie tous de m'accueillir parce que c'est quelque chose d'assez important pour moi d'être présent ici parce que le motion design et le design graphique en général, même si j'ai fait des études de graphisme, c'est pas ma passion première et donc du coup de revenir ici, c'est un petit peu la consécration parce que on peut pas dire que j'étais l'étudiant à l'époque, j'étais le plus performant des étudiants, quoi. Je garde pas non plus un souvenir impérissable de ma culture graphique. Alors donc, je me suis dit que pour commencer cette conférence, la meilleure chose à faire encore était de vous présenter, de partir d'un existant, d'un existant qui est celui que vous avez fait sur les teasers que vous avez fait pour la présentation de Combs. Donc peut-être qu'on peut passer sur le plein écran, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Donc si je fais ça, tac. Voilà, voilà. Alors par contre, j'ai pas de son. J'ai pas de son, c'est dommage. Bon bah écoutez, j'ai pas de son. Bon, cela dit, on n'a pas vraiment besoin de son. Je pense que tout le monde l'a vu à peu près 1000 fois, ces teasers. Voilà. Alors je suis parti un petit peu de cette... Plus comme ça. D'accord. Merci. Alors voilà, donc je suis parti de cet existant. Pourquoi? Parce qu'en préparant cette conférence, je me suis dit, et en voyant justement le travail qui avait été réalisé, je me suis aperçu que ça allait être un petit peu compliqué parce que j'avais pas grand-chose à apprendre en fait. Parce que lorsque je vois cette vidéo, tout est relativement parfait. Je veux dire, c'est les cadrages, les couleurs, le style, la typo, le choix typographique, le rythme. Je dirais tout est là en fait. Tout est là, tout est présent. Je n'ai juste qu'à m'incliner et à dire bravo à cette jeune génération de futurs vidéastes et de futurs motion designers en devenir, parce que le niveau est là. Et la question que moi je me suis posée, je dis ça va être un petit peu compliqué. Alors donc alors la première question que je me suis posée pour préparer cette conférence, c'est finalement qu'est-ce que je peux moi apporter? Quelle est la différence finalement entre des jeunes comme vous qui allez rentrer sur le marché du travail avec une culture beaucoup plus actuelle du design, avec probablement une technologie, une maîtrise des technologies et des techniques bien plus avancée que moi. Euh, oui, c'est bien. Ouais, c'est pas grave. Voilà, je me suis vraiment posé cette question et c'était vraiment un véritable casse-tête. Qu'est-ce qui fait la différence entre un graphiste qui va rentrer sur le monde du travail et qui a plein d'énergie, plein de pêche, plein de dynamisme, plein de choses à faire, plein d'ambition, et quelqu'un comme moi qui est un petit peu plus d'expérience, certes, mais qui n'est pas cette aisance, qui n'est plus du tout trop cette facilité comme ça d'appropriation des nouvelles technologies, d'appropriation de réactualisation de la culture graphique, tout ça. Donc c'était vraiment une vraie question, une vraie problématique, quoi. Euh, voilà, alors donc moi ma proposition de ce que je vais vous parler, c'est ma proposition de réflexion pour exploiter sa singularité dans le métier de vidéaste. Parce que je pense que en tant que graphiste, vous, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 40, eh bien on est tous un petit peu à la recherche de la même chose, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à la recherche de la reconnaissance, on est un petit peu à la recherche aussi de la bonne idée, l'originalité, celle qui va marquer le plus, celle qui va fonctionner le plus et qui va nous offrir le Graal de la reconnaissance. Autrement dit, qu'est-ce
on est tous à la recherche de notre tube, un petit peu, ou notre banger, comme on dit aujourd'hui. Mais manifestement, avec ce que vous avez fait, et ben moi, mon banger, d'une part, je l'ai jamais eu, mais en plus de ça, vu ce que vous avez fait, je l'aurais jamais, puisque je suis même pas un has-been, je suis un never-been en fait, quoi. Donc voilà, donc il a fallu vraiment que je me creuse un petit peu la cervelle, et je pense que la meilleure chose à faire est donc de vous proposer. De vous proposer en fait qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi. Et parce que je pense qu'au jeu de la compétition entre les professionnels et les nouvelles générations de créatifs, donc ce que je vous disais, je suis plus ou moins perdant. Donc la problématique, voilà, je viens de la dire, hein, voilà, hein, comment se démarquer face à des créations de plus en plus talentueuses et technophiles, ça c'est vous, et en quoi la culture artisanale est une réponse à la normalisation de la créativité. Quand je parle de l'artisanal, la culture artisanale, je parle de moi parce que, comme ça a été annoncé, j'ai eu un parcours d'artisan. Donc du coup, dans cette, alors j'aime pas le mot démonstration, parce que démonstration, ça signifie que je vais apporter des preuves scientifiques avec une bibliographie, tout ça et compagnie. Non, ce que je vais vous proposer là, ce n'est qu'un retour d'expérience sur mon point de vue, sur mes 15 années de pratique en tant que vidéaste, et 15 années de pratique, il y a 15 ans, en 2009, le métier de vidéaste n'était absolument pas le même que celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que vous avez une meilleure définition du mot vidéaste que moi, parce qu'à l'époque, il y a 15-20 ans, vidéaste, ça n'existait pas vraiment. Alors si on s'en réfère à la définition de la SCAM, hein, qui est la Société des auteurs, un vidéaste, c'est quelqu'un qui produit du contenu exclusivement destination du web. Donc c'est les youtubeurs sont des vidéastes et tout ça. Et moi qui suis vidéaste, certes, enfin, et artiste-auteur, je ne m'inscris pas réellement dans cette catégorie-là. Donc moi je vais utiliser le mot vidéaste de façon globale, comme ça on va tous se mettre d'accord, ok, vidéaste, pour lui c'est un petit peu tout et n'importe quoi, tandis que pour vous ce sera probablement peut-être un petit peu plus précis. Mais bref, voilà, parce qu'on utilise le mot vidéaste, filmmaker, storyteller, auteur-réalisateur, enfin ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc, dans une première partie, je vais vous parler du contexte, un petit peu, le contexte qui a permis justement de ce métier-là d'avancer, hein, de quoi on part, jusqu'où on arrive, quelle est notre société, pourquoi est-ce que les formats ont complètement changé, l'arrivée des réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils ont chamboulé le métier de vidéaste et chamboulé le métier de motion design, et surtout, et comment ils ont transformé profondément notre rapport au temps. Tout simplement, notre capacité de nous concentrer, comment ça a chamboulé tout ça. Dans une première partie, dans une deuxième partie, on va faire un petit tour. Là, ça va être la partie un peu, moi que je trouve passionnante parce que ça a été le cas de mes études, mais j'espère pas trop ennuyante pour vous. Mais on va être obligé un petit peu d'aller faire un petit tour du côté des concepts ethnologiques ou anthropologiques, avec la définition du mot culture, parce que je pense que dans les référents collectifs, le mot culture signifie être cultivé par rapport à être instruit, par rapport à l'art, par rapport aux lettres et par rapport à tout le reste de la société. Or, en ethnologie, le concept de culture implique d'autres choses. Donc ça, je vais développer ça un petit peu, et c'est ce qui va permettre de, après, passer sur la partie où moi, je vais vous parler de mon histoire un petit peu, comment est-ce que j'ai fabriqué ma culture, comment m'a été transmise la culture de l'artisanat. Et puis après, dans une troisième partie, je vais parler de comment est-ce que moi, dans ma vie, j'ai pu transposer ma culture, donc ma culture de l'artisanat, et que je l'ai mise dans le monde de la vidéo, et comment est-ce que, malgré moi, c'est devenu quelque part un style, mon style. Chose qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes et que j'essaye de prendre avec humilité, mais qu'on m'a donné comme ça, on m'a attribué, dit monsieur, c'est votre style. J'ai trouvé ça très classe. Et est-ce que j'en étais digne? Je ne sais pas vraiment. Mais bon, bref, on s'en fiche. Et puis après, bien sûr, on fera je conclurai sur un petit peu sur l'avenir du métier, sur les possibilités de ce métier, la place que vous, les jeunes graphistes, les jeunes motion designers, les jeunes vidéastes, en herbe, ont envie de devenir, ont envie de prendre leur place dans la société d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Puis après, il y aura un temps de questions-réponses.
Alors dans la première... tac. Donc, le contexte. Le contexte. Eh ben, hop, excusez-moi. Hop. Excusez-moi, hein, je suis pas. Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir le truc complètement appris par cœur et tout ça, la main dans la poche et super naturel. Mais comme je vous ai dit, de faire une conférence devant 500 personnes, c'est pas du tout aussi facile que devant 50 personnes. Voilà. Donc, alors oui, le contexte, la notion du temps. Alors, plus vite, plus haut, plus fort. Alors, pourquoi est-ce que je commence cette contextualisation? Eh bien, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2024, il y a eu les Jeux Olympiques. Je pense qu'on l'a tous bien compris, bien vu. Et, et donc la devise des Jeux Olympiques, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Ça a été le mot ensemble a été rajouté après, mais la devise des Jeux Olympiques modernes, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Et plus vite, plus haut, plus fort, eh bien, c'est devenu vraiment des valeurs fondatrices de nos sociétés actuelles. C'est-à-dire que par exemple dans le monde de l'audiovisuel, justement, et de par les révolutions technologiques, comme l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, la notion de communication via ces médias-là, eh bien, ont considérablement changé, modifié notre rapport au temps. Dans les vidéos, par exemple, avant les réseaux sociaux, la vidéo, un film d'entreprise était considéré comme c'était un type de France 3 qui venait, qui faisait un truc du style un petit peu journal télévisé, 2 minutes 30, et puis ça se transmettait comme ça. Lorsqu'un nouvel employé arrivait, il y avait la vieille cassette VHS, on regardait, on dit ah ouais, c'est ça les valeurs de l'entreprise, ouais, c'est bien. Puis on arrivait à s'embêter au bout d'une minute. Avec les réseaux sociaux, ça a littéralement changé, le rapport au temps a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, une vidéo pertinente sur un réseau social ne doit pas excéder plus entre de 15 et 45 secondes maximum. Et encore, on a de la chance si on arrive à tenir 45 secondes. On arrive à zapper très facilement et très rapidement en fait. Ouais. Donc ça a littéralement changé. C'est notre rapport au temps qui a changé. C'est l'outil que sont les réseaux sociaux, qui a apporté au temps qui a façonné notre façon de voir le monde de façon différente. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, est-ce que dans la salle, je suis sûr et certain que dans la salle, qui est capable de regarder un film au cinéma, à la télé, plus d'1 heure et demie, sans regarder son portable? Enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, bah, bravo. Bah, bravo. Alors franchement, bravo parce que moi j'en suis incapable. Mais vraiment. Et pourtant, je suis vraiment cinéphile. J'adore le cinoche, j'adore quand on me raconte des histoires et tout ça. Mais dès que je peux, dès que j'ai un moyen, hop, je regarde, je décroche pour regarder mon portable. Lorsque je suis au feu rouge de ma voiture, je regarde mon portable. Lorsque je suis au resto et que, en attendant que madame revienne des toilettes, je regarde mon portable. Dès que j'ai un moment, je regarde mon portable, tout le temps. Ça n'arrête pas, c'est infernal. C'est infernal. Le pire étant TikTok, c'est une catastrophe. Au niveau de l'addiction, c'est horrible. Je mets mon réveil à 6 heures du matin et j'arrive à sortir de mon lit à 7h30 du matin. Qu'est-ce que j'ai fait entre les temps? J'ai regardé. Comme ça, et donc, je pense que si moi je le fais, je suis pas le seul. Bref, donc la conséquence de tout ça, c'est que le rapport au temps a été complètement perturbé, a été complètement chamboulé. Mais ce temps, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu pour tout le monde. Parce que ce temps, lorsque vous regardez justement une vidéo, vous passez votre temps à regarder, le temps est accaparé. Le temps, vous le donnez finalement. Vous le donnez pas pour vous. Vous le donnez aux GAFAM. Vous le donnez ou aux Natu. Alors les Natu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Natu. J'ai appris ça il y a pas longtemps en préparant cette conférence. C'est Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. C'est les nouveaux GAFAM. Enfin, c'est les copains des GAFAM, quoi. Donc en gros, on va capter vos données. Le temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux, ce sont à regarder des vidéos. C'est la captation de données qu'on vous prend pour optimiser et rendre efficient votre liberté de choix dans vos choix de consommer. En gros, il y a 15 ans, la publicité télévisuelle proposait du temps de cerveau disponible. Ça, c'était ce que, la chaîne de télé TF1, le chef de la chaîne de télé TF1, le président, avait lâché comme ça, et ça avait fait scandale. Il avait dit, on est là pour donner
créer du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Et ça avait fait un scandale et tout ça. Sauf qu'il avait raison. Et que depuis 15 ans, eh bien, les réseaux sociaux, et avec les GAFAM et les Natu, sont là pour créer du temps de cerveau disponible justement pour les annonceurs et pour les compulsions d'achat. Donc c'est face à ça, la communication et le métier de vidéaste, eh ben, on a dû énormément s'adapter. C'est-à-dire des contenus de 2 minutes, on est passé à des contenus de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, tout au plus. Donc ça a beaucoup évolué. Donc ensuite, eh ben, après... Ah mais oui, mais on n'est plus... en fait, on n'est plus en train de... Est-ce qu'on peut repasser sur... Voilà, merci beaucoup. Alors ensuite, le Covid-19 a marqué un coup d'arrêt. Enfin, pas un coup d'arrêt, mais un tournant. Ça a été un tournant justement dans le rapport industriel, dans le rapport de l'entreprise, dans le rapport avec le visuel. C'est-à-dire, et dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'industrie en général. C'est-à-dire que l'entreprise a du jour au lendemain... Avec la crise du Covid, on s'est aperçu que les savoir-faire avaient été délocalisés dans les années 90 jusqu'à les années 2000, 2010. Et que donc dans les années 2010, il y a eu de la délocalisation. Donc tous les savoir-faire de France sont partis se délocaliser pour aller partir en Asie. Et au moment de la crise du Covid, on est revenu. Enfin, les industriels sont revenus et on s'est aperçu que les savoir-faire avaient disparu. Les savoir-faire avaient disparu. Alors, même si les savoir-faire avaient été archivés, avaient été sauvegardés, ben les savoir-faire pratiques avaient disparu. C'est-à-dire que le rapport au temps avait disparu. C'est-à-dire qu'on avait pu... or, pour fabriquer un savoir-faire, il faut du temps. Et paradoxalement, la communication a réduit les temps de fabrication. Donc, on est arrivé finalement en disant, bon, ben, on va réindustrialiser, super, réindustrialisons, mais en réindustrialisant, on a forcément, en réindustrialisant, eh ben, on a perdu le savoir-faire. On ne sait plus comment faire, parce qu'il faut du temps. Les entreprises comme le groupe LVMH ou Hermès, par exemple, ont perdu leur savoir-faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, galèrent complètement pour recruter. Voilà. C'est quelque chose qui est un véritable problème. Donc voilà. Voilà, il y a un petit paradoxe entre l'ère numérique qui accélère le temps et justement les entreprises comme la crise du Covid-19 qui nous font rendre compte qu'on a besoin de temps pour les apprentissages, qu'on a besoin de temps pour créer du savoir-faire, qu'on a besoin de temps en fait finalement pour... En fait, je pense que l'expérience du Covid montre que le monde va peut-être un peu trop vite par rapport à l'évolution des savoir-faire. Même si on a la capacité d'aller aussi vite que la musique, avec des avancées technologiques, avec l'intelligence artificielle, avec des tips. C'est pour ça d'ailleurs que le teaser que vous avez probablement fait a été réalisé probablement plus rapidement que moi je ne l'aurais fait. Donc voilà, mais le contexte est que, en tout cas de mon point de vue, eh bien, il y a une accélération qui fait que la machine s'emballe un petit peu. Donc maintenant, je vais, si vous voulez bien, faire un petit tour du côté de l'ethnologie. Alors, on est là, du coup, paf, on va pouvoir partir, voilà, sur les concepts de l'ethnologie. Alors, on part tous un petit peu, on a tous un référent collectif de la culture, de la définition de la culture qui, en fait, en vérité, est une définition qui correspond à la notion de culture générale. Mais on l'associe au mot culture. Et le mot culture, on le met, donc c'est un ensemble de connaissances qui enrichit l'esprit, qui affine le goût et l'esprit critique. En gros, avoir une bonne culture, c'est quelque chose qui est, on dit de quelqu'un qui est cultivé, on dit qu'il est érudit, qu'il est instruit, qu'il a des choses à dire et qu'il peut prouver son érudition à d'autres. Et alors que le mot culture, dans l'ethnologie, eh bien, ça n'a rien à voir en fait. La culture est un ensemble de traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social.
Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. En gros, si vous voulez, l'ethnologie est une discipline qui permet de restituer une connaissance de l'intérieur d'un groupe. Et pour ce faire, l'ethnologue n'a pas d'autre choix que de vivre à l'intérieur de ce groupe pour rendre compte de tout ça, de ce système de valeurs, de ce système de transmission, de ce système de code et tout ça. Et c'est ce qui s'appelle en ethnologie justement une culture. Pour vous donner un exemple d'idée, un ethnologue va étudier, ça a déjà été fait, hein, les rituels, les gestes quotidiens, c'est-à-dire les gestes de politesse de la vie quotidienne. Eh ben, ce sont des rites. C'est considéré comme des rites. Et les rites, c'est des rites culturels. C'est ce qui permet, par exemple, à un voisin de faire en sorte que ça permet à un voisin de ne pas taper dessus, de ne pas taper sur son voisin. Parce que l'autre, il n'est plus considéré comme un étranger, mais il y a des codes sociaux qui font que ça va décharger la violence entre ces deux personnes. Par exemple, quand on dit bonjour à la dame, on dit bonjour madame, eh bien, ce n'est pas parce qu'on est poli, on le dit parce que ça permet profondément de décharger et que quand on dit bonjour à la dame et que l'autre vous répond, eh ben, ça enlève la notion d'étranger. C'est-à-dire que tiens, cette dame-là me dit bonjour comme moi je lui dis bonjour, donc ce n'est plus une inconnue, donc je n'ai plus envie de lui taper dessus. Voilà, donc c'est ça un petit peu, voilà, c'est le partage de codes dans une société. Eh bien, le partage de croyances permet dans une société à des groupes d'individus d'éviter de se foutre sur la tronche. Voilà. Et tout ça, on le retrouve, on le retrouve un petit peu. Alors, paf, je change mieux. On le retrouve dans la culture d'entreprise. C'est pareil. Une culture d'entreprise, eh bien, par exemple, dans le monde de la communication, pour dire qu'on revient vers l'autre rapidement, on dit je reviens vers toi ASAP. Oui, il faut faire ça ASAP. Bon. Très bien. Dans la réparation navale, on ne va pas utiliser le mot ASAP pour dire qu'il faut se dépêcher de soulever une tôle de 14 tonnes. On va plutôt dire full bousin en 2-2. Ce sont des codes en fait, culturels qui permettent à l'autre de comprendre, qui permet à l'autre. Donc moi, dans mon métier, j'ai toujours et le métier de vidéaste doit percevoir l'entreprise qu'il est en train de filmer comme une culture différente de la sienne, et comme une culture qu'il aborde pour pouvoir le rendre intelligible à d'autres cultures. Et pour moi, c'est ça le métier de vidéaste, et c'est ça qui est très très important, je pense, et qui est passionnant dans ce métier-là. Donc c'est ce qui permet d'avoir une pluralité un petit peu de culture à travers l'œil de sa caméra. Et ça, c'est super. Mais alors pour aller un tout petit peu plus loin, la culture, dans la notion de culture, donc elle appartient à un groupe et tout ça, mais la culture se transmet aussi, elle est individuelle. Elle se construit avec la personne qui vit dans cette culture. Alors si vous êtes d'accord, et ça on va faire une toute petite expérience, si vous êtes d'accord, vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, c'est absolument, c'est OK pour ça. Alors le seul problème, c'est qu'on n'a pas de son. Si, ça y est, c'est bon ? Vous avez tous reconnu ce bruit ? À peu près ? Grosso modo. Vous avez tous entendu le bruit d'un train, on est d'accord ? Ah, vous êtes un peu dur, hein, je trouve, hein, quand même. Vous pourriez faire un effort quand même. Hein. Bon, d'accord, je suis tombé dans les pommes. Ça va, ça va. Alors maintenant, je vous laisse regarder.
c'est le même bruit, vous avez bien entendu. Et alors, la différence entre le premier son et le deuxième son, c'est qu'on l'a associé à de l'image. Eh ben, je vous fiche mon billet que, à peu près, aucune personne, dans le premier son, n'avait dans sa tête l'image que vous venez de voir. Vous avez une autre image. Probablement, certains ont des couleurs, certains ont reconnu un train et se sont imaginé l'image d'un train et tout ça, mais il est fort à parier que l'image du train que vous avez imaginé n'a rien à voir avec celle ou celui de votre voisin. Ben, c'est comme ça que se construit une culture. C'est que vous avez imaginé un train ou un bruit ou une couleur, et ben cette image mentale que vous avez fabriquée, elle est issue de votre expérience, de votre éducation et de votre entourage, du temps que vous avez passé à droite, à gauche, tout ça, à regarder des films où il y a beaucoup de trains qui rentrent en gare et tout ça. Donc vous avez construit. Et ça, ça fait partie. C'est ce qui compose une culture. Donc pour résumer, en ethnologie, une culture, ça permet d'appartenir à un groupe et ça permet aussi également de se définir par rapport à ce groupe. Ça permet de nourrir son imaginaire, de nourrir son identité. Voilà. Donc ce qui m'amène à la... Hop, ça m'amène à quoi? Voilà. Donc, en fait, là, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc, pour moi, le vidéaste que je suis doit apprendre à considérer l'autre comme son alter ego, sans hiérarchie et sans jugement de valeur. C'est-à-dire que la culture de l'autre, pourquoi est-ce qu'elle serait supérieure ou inférieure à votre propre culture ou à la culture de l'autre? Pourquoi est-ce que la culture de telle entreprise Tartampion, qui a pour us et coutume de ne répondre aux mails que quand c'est en cas d'urgence, serait une valeur moins inférieure ou différente à l'entreprise qui met un point d'honneur à répondre à toutes les demandes par mail qu'elle reçoit? C'est juste une différence, en fait. Et le rôle du vidéaste doit apprendre à ne pas avoir un jugement de valeur vis-à-vis de cette entreprise qui ne répond jamais aux mails, sauf quand c'est urgent, ou à l'entreprise qui répond tout le temps aux mails. Son point de vue à lui va dire « Ah ouais, mais moi, dis donc, moi j'ai pas été éduqué comme ça. Hein. » Oui, d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas parce que vous avez été éduqué différemment que l'autre est nul et non avenu, tout simplement. C'est juste une différence que le vidéaste doit accepter s'il veut faire correctement son boulot, en fait. Et son boulot, c'est de rendre intelligible la culture des uns pour les autres, pour celui qui va recevoir le message. Voilà, ça c'est le petit tour un petit peu ethnologique. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne des choses qui sont complètement différentes. Est-ce qu'on peut repasser sur le... Merci beaucoup, qui donne... Là, par exemple, on est sur un chantier naval, où le commanditaire il dit « Ouais, moi je veux du rock !» Ok. All along the diagnosis, the construction site continues its maintenance work. On va pas non plus... Voilà. Et un autre exemple, autre culture, rien à voir, culture de la banque. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de la publication économique et de marché financier du Crédit Mutuel Arkea pour 2024 et pour 2025.
Voilà, bon, là, j'ai coupé hein, parce que là c'est insupportable. Enfin, c'est insupportable, non, bien sûr que non. Mais voilà, en fait, pour vous montrer un petit peu de par ces deux exemples, eh bien, c'est complètement, les codes ont complètement changé, le système de valeurs et tout ça a complètement changé. Pour la petite anecdote, les gens qui ont vu cette vidéo du CMB où là vous avez tous rigolé, eh ben, les gens étaient wow, c'est génial, c'est super quoi. Et les ouvriers par contre du BTP quand ils ont leur truc, ils disent putain mais c'est super, c'est génial quoi. Donc voilà, donc c'est un petit peu pour ça que je pense que l'œil ethnologique est assez important. Ça permet d'avoir une base justement de ne pas mettre une hiérarchie sur les trucs, sur les cultures que vous étudiez. Donc alors, si l'ethnologie est capable de créer, est à la fois le miroir de l'identité et à la fois aussi capable de cultiver, de rendre compte d'un monde d'un groupe d'individus, eh bien, je vais être obligé, et ça je suis pas très très fan, mais je vais être obligé un petit peu de parler de moi, et c'est-à-dire de mon passé un petit peu, de mon passé en tant qu'artisan. Donc j'ai été, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai été artisan et on m'a et donc pendant de mes 15 ans à 20 ans ou 16 ans à 21 ans pardon, j'ai été maroquinier donc chez les Compagnons du Devoir. Alors l'école des Compagnons du Devoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est une école qui permet d'apprendre un métier sur 2 ans pendant le temps d'un apprentissage, le temps d'un CAP BEP. Puis après vous allez sur les routes de France et d'Europe et du monde pour apprendre les techniques locales pour parfaire votre apprentissage d'artisan. Donc voilà. Moi j'ai appris le métier de maroquinier. J'ai eu parce que un métier manuel se transmet par système de mentorat, c'est-à-dire que vous avez un maître d'apprentissage qui lui-même a été apprenti et à qui on a transmis le savoir-faire et qui m'a transmis son propre savoir-faire. Mais alors, en comparaison avec un tuto YouTube, qui est une très bonne manière d'apprendre également, eh bien, la différence, c'est que dans ce système culturel, le système du mentorat, eh bien, votre maître d'apprentissage vous apprend les codes, vous apprend le geste, mais il vous apprend également toutes les valeurs qui sont accompagnées du métier traditionnel artisanal. Alors à l'époque, quand c'était en 96, eh bien, l'école des Compagnons du Devoir, c'était, tenez-vous bien, c'était interdit aux femmes. Ouais, c'est comme ça, c'est un truc. Et l'idée, et ça faisait partie vraiment de la transmission des valeurs traditionnelles, du métier traditionnel qu'on transmet. C'est-à-dire, non, un métier, c'est ce métier-là, le métier de charpentier, de tailleur de pierre, maroquinier, c'est des métiers de mecs, quoi. Tu vois, on ne déconne pas, quoi. C'est pas fait pour elle, quoi. Bien heureusement, ça a changé, évidemment, mais on m'a appris ça. Voilà, on m'a appris que le métier, c'était l'amour du métier, et que le geste, l'apprentissage du geste s'accompagnait aussi avec la sensibilité de celui qui le pratique, avec son environnement, avec sa vision de voir le monde, c'est-à-dire la discipline, le courage, la patience et tout ça, etc. etc. quoi. Donc pendant 5 ans, j'ai appris à faire, à défaire, à refaire, à redéfaire, à apprendre à faire de la couture main, à apprendre à faire des sacs Hermès, à apprendre à faire des besaces, à apprendre à faire des étuis de chasse, à apprendre à faire des porte-clés en cuir. Enfin bref, j'ai tout fait en cuir, absolument tout. Et je crois que c'était une des pires de mes expériences, mais ça a été une expérience la plus riche que j'ai pu avoir, parce que sans le savoir, ça m'a marqué au fer, en fait, cette culture. En fait, je me suis rendu compte bien des années plus tard que j'étais dans mon âme et dans ma culture un artisan. Voilà. Mais j'accepte les femmes dans mon métier, c'est plus du tout un problème. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Non, ça y est, ça va mieux. J'ai bu mon jus d'orange, donc ça va beaucoup mieux. Voilà.
Donc ça c'était, je crois que c'est tout bon, hein, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu long parce que j'aime bien prendre mon temps. Donc voilà, maintenant, alors que faire de cette culture de l'artisanat que moi j'ai pu avoir pendant 5 ans, qui a construit mon identité, comme je vous l'ai expliqué, selon les codes, selon la définition de la culture, selon l'ethnologie. Et ben du coup, qu'est-ce que j'en ai fait? Comment je me suis débrouillé pour faire un saut d'espèce entre l'artisanat et l'audiovisuel. Je vous le donne en mille. Ceux qui aiment faire du motion design, ceux qui aiment bien faire After Effects, ceux qui aiment bien faire du design, je pense qu'il y a quelques petits ponts. Ils peuvent se reconnaître que c'est vraiment un outil qui, la place du motion design en fait, a vraiment beaucoup de points communs avec pour moi, avec l'artisanat. C'est-à-dire, donc il y a l'apprentissage par la main, c'est-à-dire, même si le motion design numérique, on n'apprend plus à écrire, à dessiner des lettres et tout ça, il y a quand même cette notion de répétition, encore et toujours, d'approprier. Ça permet de s'approprier les gestes. On fait, on refait, on défait, on répète, on n'est pas content. On dit, l'effet, là, il n'est pas comme je veux, il n'est pas exactement machin, tout ça. Ça donne un résultat aussi visible, c'est-à-dire quand vous foirez votre couture main ou quand vous avez fait un effet qui ne marche pas, quand vous regardez votre motion design, quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pareil avec l'artisanat, vous avez votre pièce, vous avez foulé une couture main qui est de travers, c'est mort. Donc vous avez un résultat visible et vous avez aussi également la notion de créativité. Pas de la créativité comme Dieu sur terre qui va où vous regardez comme ça le ciel avec votre crayon dans la bouche et tout d'un coup vous avez l'idée qui arrive. Non, pas du tout. La notion de créativité, elle est en faisant. C'est-à-dire que vous accompagnez votre geste avec votre réflexion. Et ça, dans le motion design, c'est quelque chose de très très fort et qui m'a beaucoup aidé justement pour construire mes scénarios, pour construire mes films. Donc voilà. Alors dans le motion design, le motion design c'est un petit peu comme le métier vidéaste, quoi. Motion design, on met un peu beaucoup de choses, quoi. Ça englobe l'art graphique, ça englobe les synthés, ça englobe les intertitres, ça englobe l'animation, ça englobe aussi le dessin animé. Donc moi, j'ai pu faire une petite j'ai vu 3 catégories un petit peu dans le métier de vidéaste, dans le motion design. Vous avez donc la première des catégories qui est la tendance numéro 1, donc c'est l'incrustation dans l'image, c'est-à-dire qu'on met des éléments graphiques qui s'incrustent dans la vidéo pour appuyer un dire, pour appuyer un propos. Voilà. Donc là, par exemple, nous avons ceci. Hop. Alors là, il n'y a pas de son, c'est absolument normal parce qu'on s'en fiche là. Pour le coup, c'était juste un exemple d'incrustation. Et ça permet d'appuyer des propos. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Voilà, donc ça c'est la première tendance. Ensuite vous avez le motion design à proprement parler. Alors, je reviens juste une petite seconde sur l'autre, sur celui-ci. L'origine un petit peu de l'incrustation du motion design, en fait, elle revient de loin. En fait, le motion design finalement c'est assez vieux. Ça se voit dans le cinéma muet. C'est avec les intertitres. Vous savez, les oh ciel mon mari, des choses comme ça. Eh bien, c'était c'est pas vraiment du motion design, mais c'est l'origine un petit peu du motion design. C'est-à-dire que ce sont des intertitres qui vont venir pallier aux défauts technologiques. Par exemple, le cinéma muet, il n'y avait pas de parlant, on met des trucs pour que le spectateur puisse orienter sa vision, son imagination en correspondance avec l'histoire qu'on lui raconte. Et donc, on retrouve ça, l'origine, on le retrouve dans cette première tendance. La seconde tendance, c'est le motion design à proprement parler, c'est-à-dire vraiment le cœur du motion design. Vous avez tous entendu parler, je pense, vous qui êtes érudits en images, de Saul Bass. Ça vous dit quelque chose ? Saul Bass, qui était un graphiste et motion designer et qui a fait énormément de génériques de films hollywoodiens. Tout ce qui est Hitchcock ou Scorsese. Vous vous souvenez tous du générique de 007 ?
Voilà, et ben c'est Saul Bass. Donc c'est vraiment lui le pionnier un petit peu du motion design. Motion design que l'on retrouve énormément dans les génériques de fin de films, dans les génériques de séries aussi. Voilà, il y a eu un tournant avec les réseaux sociaux décisif où le motion design a pris une autre tournure. Qui a pris une autre tournure, qui est utilisée pour des vidéos explicatives, des vidéos pédagogiques, où en un minimum de temps, on va expliquer des concepts relativement compliqués, pas simples, mais avec une voix off et un bon design graphique, on va pouvoir expliquer les choses rapidement. Donc voilà comme un exemple. Là, c'est un exemple de générique que j'ai fait il y a maintenant quelques années. Je me lève, attention, c'est bon. J'ai bu à peu près 1,5 litre de jus d'orange, donc ça devrait tenir. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont des genres d'exemples un petit peu. Le motion design, où là, on est vraiment sur quelque chose qui vient clôturer un film, ou alors qui va expliquer toute une animation en motion design. Voilà. Et voilà, là j'ai repris un petit peu l'origine vraiment du motion design dans sa définition originelle, c'est-à-dire vraiment générique de fin. D'ailleurs, à l'époque, pour la petite anecdote, quand j'ai réalisé ce genre de choses, de contenu, je m'apercevais que je prenais beaucoup plus plaisir à réaliser le générique de fin que tout l'ensemble du contenu. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai repris des études et tout ça pour apprendre un peu la notion du sens et tout ça et du contenu. Enfin voilà. Et enfin, vous avez la troisième tendance qui, elle, est un petit peu plus qui est un petit peu plus rare, mais qu'on utilise un petit peu quand même de plus en plus, qui est utilisé dans le cinéma, c'est-à-dire c'est la notion de césure dans le film. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la narration, vous avez un motion design, vous avez une animation qui vient, qui change complètement la facture du film et qui fait partir le spectateur dans un autre univers, dans une autre atmosphère. Ça peut être le cas pour utiliser des flashbacks, ça peut être le cas aussi pour utiliser des poèmes, pour illustrer des poèmes et des choses comme ça. Voilà. Donc, et là, vous avez vraiment une différence d'image, un traité différent. Vous voyez, tac, voilà, on passe d'une image à une autre complètement. Voilà. Après, je ne vais pas trop traîner non plus parce que avec ma petite blague là. Alors maintenant, après. Une fois qu'on a vu à peu près ces trois branches, le motion design, moi je l'entends comme ça, c'est-à-dire le vidéaste que je suis, on va faire feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les moyens sont bons pour être le plus efficient possible dans les messages que vous allez transmettre en fait. Donc pour faire très très rapide, on va utiliser la première tendance un petit peu pour aller vite. Très très vite. La deuxième tendance, on va être un petit peu plus pour expliquer. Et la troisième tendance, on va vraiment déployer. On va vraiment narrer. Donc c'est pour ça que cette troisième tendance, on la voit un petit peu plus rarement. Mais il y a la notion... attendez... Ah oui, tiens, je me suis un petit peu planté dans les trucs, c'est pas grave. Il y a la notion dans le... Non, c'était pas ça. Tac. Oui, si, c'était ça. Il y a la notion dans cette troisième tendance, on va trouver, ça va être exploité dans le métier de vidéaste. Il y a un nouveau format qui vient de paraître, qui est un petit peu jeune mais qui commence à arriver, ça s'appelle l'infotainment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'infotainment ou l'infodivertissement. C'est un nouveau format qui est utilisé, qui propose des formats qui sont plus longs, qui ne sont pas à destination des réseaux sociaux, mais plutôt à destination des événements, des colloques, des outils de commerce, pour expliquer la culture de l'entreprise à travers une histoire à raconter. Mais une histoire à raconter de façon technique, de façon précise, de façon pointue, en y intégrant la notion avec une dramaturgie, c'est-à-dire avec des problèmes. Dans le monde de la communication, on ne va jamais montrer les problèmes dans une publicité. On va jamais, non. Dans un infodivertissement, on va partir d'une problématique que l'entreprise va résoudre en fait. Donc, mais par contre, c'est un format qui demande de se déployer un petit peu plus dans le temps. Donc par exemple, on peut regarder un petit peu voilà. Ça c'est un exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai du son.
Si, j'ai du son là. Lors de son accostage sur un port d'Afrique de l'Ouest, un remorqueur portuaire a endommagé la coque arrière du méthanier Methane Princess au niveau de la salle des machines. Suite à cette avarie, la société d'Amen Ship Repair Brest accepte de le recevoir en urgence pour réparation. Les méthaniers sont des navires qui transportent de la marchandise sensible, le GNL. Un chantier de ce type doit pouvoir répondre aux enjeux des différents acteurs concernés par ce type d'énergie. Voilà, donc ça c'est le genre d'introduction, mais voilà, c'est quelque chose qui informe, c'est beaucoup plus complet. L'infotainment ou l'infodivertissement permet aussi également de transmettre des valeurs. Là justement, on revient à la culture d'entreprise que je racontais tout à l'heure. C'est des valeurs que l'on transmet de façon, en utilisant justement de manière... que l'on peut utiliser de manière plus poétique, avec beaucoup plus. Mais bon, ça, je vais pas mettre le son parce que voilà. Voilà, ça permet de transmettre des valeurs, de construire un message, de le construire et de le diffuser un petit peu dans le temps, dans la longueur. Voilà. Et ça, c'est ce genre de contenu, c'est plutôt pour un petit peu des événements prestige. Par exemple, pour l'inauguration le lancement d'un nouveau produit, lancement de ce qu'on appelle aussi un film à la mythologie fondatrice, c'est-à-dire un constructeur de mode. Par exemple, pour le nouveau Chanel, eh bien, on va faire un infotainment qui va parler de l'origine de Chanel. Cette personne qui s'est faite toute seule pendant des années, qui petit à petit, à la force de ses bras, a réussi à monter un empire. Voilà, ça, ce sont des genres de choses que l'infotainment peut montrer. Alors après, vous me direz, et puis après je vais faire assez vite, l'artisanat dans tout ça. L'artisanat, moi, ce que je vois comme lien, c'est que le motion design permet de construire du scénario, que permet de construire des valeurs, les valeurs que l'on décide de faire, que le commanditaire décide de faire, et de les transmettre et les rendre intelligibles à ceux qui veulent le voir, et pour ça, à ceux qui veulent l'entendre. Et pour ça, eh bien, l'infotainment associé au motion design permet de construire un personnage avec des caractères dans le temps. Et pour terminer, je vais vous parler justement du dernier film que j'ai présenté, qui s'appelle Barados, qui est l'histoire d'un compositeur breton qui malheureusement ne peut plus, qui est très handicapé, et qui souhaitait pour la réalisation de ce film ne pas être vu. Il ne voulait pas être interviewé. Donc ce que nous avons fait avec le concours de Gilda Java et Pierre Malma, qui sont deux motion designers, eh bien, on a reconstitué les scènes de la vie quotidienne de ce personnage-là, et nous les avons recréées en motion design pour les biens de la narration. Donc je vous laisse découvrir une petite... Il reste combien de temps, Adèle? Ah oui, il faut couper maintenant, quoi. Ok. Maman, qu'est-ce qu'il y a, Didier? Maman, viens voir, viens voir. Oh, Didier, tu veux devenir séminariste? Mais non, maman, écoute. Je ne sais pas ce qui te prend, mais tu n'arrêtes pas depuis ce matin. Maman, s'il te plaît, je peux. Oh, et puis zut. Vas-y, mignon. Tu vois, maman, c'est ça que je veux faire. D'accord, Didier, si tu veux. Mais en attendant, c'est l'heure des devoirs. Et pour terminer, là, je coupe le son pour que ce soit plus, pour que je puisse conclure là-dessus, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement. Et en fait,
là où je veux en venir, c'est que donc la notion de culture de l'artisanat chez moi, en tout cas, m'a permis de construire une pensée, de construire une identité qui permet d'être force de proposition dans les vidéos et les films que je peux présenter. Et lors d'une présentation de ce dernier film-là, j'avais dit c'était à une école de cinéma, j'avais dit aux étudiants: oh mon prochain film, non, je vais pas utiliser de motion design parce que je le sens pas. Et là, je me suis fait littéralement engueuler pour dire: mais vous êtes complètement, ça va pas. Il faut absolument continuer le motion design parce que c'est votre style. Et là, je suis complètement tombé de l'armoire parce que pour moi, j'ai pas forcément de style, mais je fais un peu feu de tout bois pour créer ce que j'ai à faire en fait. Et en me disant ça, je me suis aperçu qu'effectivement, le style, c'était quelque chose qui ne se cherchait pas, mais qui s'imposait un petit peu à nous, quoi. Moi, ça fait 15 ans ou 20 ans que je galère un petit peu à faire mes petits dessins, mes machins, mes vidéos et compagnie. Et tout d'un coup, il y a un espèce de, je sais pas, d'alignement de planètes qui fait que les choses vont se mettre en place et les choses vont arriver finalement à quelque chose de relativement abouti. Et donc, c'est plutôt chouette et c'est plutôt sympa. Et je trouve que ce genre de traité, eh bien, dans le monde, le monde actuel dans lequel nous vivons, où finalement on ne sait plus trop la différence entre il faut produire vite, produire plus fort, produire plus haut, toujours plus vite, et la notion où oui, mais on a besoin aussi de prendre le temps pour construire, on a besoin de prendre le temps pour créer, pour être pour proposer des choses qui soient singulières, qui soient originales, parce que c'est ce que les gens cherchent. L'entreprise veut se démarquer par la singularité qu'elle a à offrir. Et ça, je trouve que notre métier de vidéaste, en tout cas le mien, je pense que la culture de l'artisanat, c'est où on prend le temps, m'a donné cette force-là de proposer des choses qui sont singulières, qui ressemblent à ce que, à mon identité en fait. Donc, pour conclure, j'invite toutes les personnes qui vont partir après dans le monde du travail, à prenez le temps de perdre du temps. C'est-à-dire, vraiment, prenez le temps de vous essayer à dessiner, de vous essayer sur plein de choses, de vous essayer de sortir, de faire la fête, de profiter de ce qui vous entoure, de vous nourrir de ce qui vous entoure, parce que c'est ça qui va faire de vous des excellents professionnels, quoi. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle carrière et merci de m'avoir écouté. Et je suis vraiment désolé pour cette pause forcée de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. De rien.